accueillir pour la première fois sur BTLV pour évoquer pas mal de vos ouvrages, et notamment 2 sur lesquels je me suis arrêté: Les enseignements secrets, l'extraordinaire voyage vers nos origines, et puis le tome 2, Le sang royal des Atlantes. Alors, les Atlantes, nous on l'aborde très souvent, l'Atlantide, sur BTLV, puisqu'on a un journaliste historien, Jean-Marie Beuzelin, qui lui fait une émission tous les mois qui s'appelle Atlantide et Monde perdu, et au travers les textes de Platon, il essaie de décrypter ce message platonicien qui nous permettrait peut-être d'en savoir plus sur ces Atlantes. Vous êtes aussi accroché au texte de Platon pour ce 2e tome, mais on va revenir sur quelque chose que j'ai soulevé tout à l'heure. Vous dites d'ailleurs que d'après vous et d'après vos recherches, il y aurait quand même des pans cachés de notre histoire. On nous aurait pas tout dit, il y aurait eu des choses qui auraient été censurées. Vous le pensez vraiment, ça? Oui, moi depuis en fait compte mes 10 ans, j'ai été portée en fait compte à écouter mes guides, parce que je vis dans le paranormal en fait compte depuis mes 10 ans. Qu'on parle d'ovnis, qu'on parle de médiumnité, enfin tout ça, ça me parle, parce que je suis vraiment baignée là-dedans. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir été guidée depuis mes 10 ans vraiment, et que chaque fois on me rajoute une pièce au puzzle pour justement connaître notre véritable histoire. Et je pense que cette histoire vraiment est liée aux Atlantes. Donc, à cet héritage, tous ces ancêtres qui connaissaient tout ce génie, c'est les pyramides, les vestiges. Donc, même à un moment, donc j'ai voulu retrouver toutes ces, les symboles sacrés, les vestiges qu'on retrouve. Et maintenant, je suis plus sur la piste de qui étaient vraiment ces Atlantes, quoi. Comment étaient-ils, voilà. Donc, et ce qui est important à dire, c'est que c'est en Bretagne où je suis née, que c'est là, dans mon pays bigoudin, que j'ai retrouvé tous les artefacts, tout ce qui correspond aux menhirs, aux symboles, tout ce qu'ils ont pu, en fin de compte, nous apporter. Et je pense que c'est là, en effet, que donc tous ces enseignements sont arrivés, donc par voie médiumnique, mais aussi parce que j'ai vu beaucoup d'ovnis aussi. Donc tout est lié. Alors, vous êtes effectivement bigoudaine, c'est comme ça qu'on dit, puisque voilà, vous êtes conférencière également, bigoudaine, thérapeute quantique, et donc vous dites avoir reçu des informations. C'est là où le bas blesse pour la plupart de tous les sceptiques, parce qu'ils se disent, attends, c'est gentil, les informations qui viennent de l'au-delà ou du monde invisible, c'est un peu compliqué. Malgré tout, comment vous avez fait pour vérifier? Parce que effectivement, vous dites que depuis toujours, vous avez été baigné dans cet univers. On reçoit des informations, je n'en reçois personnellement pas. Certains que je reçois ici, eux, sont en lien avec soi-disant cet invisible. Moi, vous savez, je suis toujours au conditionnel. On a un site d'information, on prend pas tout pour argent comptant. Je dis souvent que BTLV n'est pas une chapelle où on vient prier, c'est juste un lieu de questionnement et de réflexion, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc, comment vous avez pu vérifier? Parce que j'imagine que quand on reçoit une information, on se dit pas, tiens, ça y est, c'est la vérité absolue. J'essaie de comprendre ce que je reçois et j'essaie de recouper les informations, non? Déjà, j'ai eu, étant très jeune, des rêves prémonitoires. Donc là, déjà, ça m'a mis sur la piste des événements qui allaient arriver. Comme je voyais un accident d'avion, hop, le lendemain, aux informations, il y avait l'accident d'avion que j'avais vu dans mes rêves. Donc, j'ai vu énormément de catastrophes, souvent des tsunamis, des choses. Donc, j'ai su que déjà des infos que je recevais, donc, on va dire par une voie qui n'est pas vraiment normale, s'avéraient donc véridiques. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai été amenée à me déplacer dans le monde, et j'ai trouvé donc aussi donc des vestiges que j'avais vus aussi donc soit en rêve ou soit par message. Et après il y a eu les voyages chamaniques. Alors là ça a été extraordinaire parce que je faisais des voyages avec un tambour, on va dire des cérémonies chamaniques. Bon, c'est en voyage de conscience modifiée, on rentre dans un autre monde, et je voyais des scènes. Et ensuite, ces scènes-là, avec des noms, des vestiges, et toutes ces choses-là, je les ai retrouvées après, donc, soit par des recherches dans des livres, ou soit en allant sur place. Donc, ça pouvait être des appels. À un moment, j'entendais Maputo. Et je me suis rappelé que Maputo, c'était la capitale du Mozambique. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que... Donc, je commençais à entendre déjà ces voix. Et ensuite, est apparu donc un sorcier africain face à une hutte, et il a commencé à me raconter ce qui s'était passé dans son pays. Il m'a parlé de comme quoi il y a eu des catastrophes, et qu'il y a eu vraiment des civilisations très 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 anciennes qui avaient habité donc du côté du Zimbabwe, donc dans le sud de l'Afrique. Il me parlait beaucoup de cette région du Mozambique, de Zimbabwe, qui est donc un pays frontalier avec l'Afrique du Sud et avec le Mozambique.
pour ceux qui ne savent pas, qui se trouve au sud de l'Afrique, tout à fait à l'est. Et moi, je ne suis jamais allée dans ces pays-là. Et en cherchant après, donc j'ai découvert en effet qu'il y avait eu beaucoup aussi d'ovnis, donc qui survolaient donc le Mozambique et qui avaient des vestiges. Il y avait beaucoup de pierres, il y avait des cercles de pierres, il y avait des calendriers astronomiques, il y avait énormément de choses que j'ai pu retrouver grâce à ce que j'avais noté, quoi. Et chaque fois ça s'avère vrai, quoi. Soit je vais sur place et puis soit je retrouve les infos d'une autre manière. Alors, vous parlez souvent d'OVNI. Vous avez la sensation que notre histoire, elle est intimement liée à des entités qui viendraient des étoiles. C'est Prométhéeus, c'est Van Däniken, c'est toutes ces personnalités qui ont travaillé. C'est Anton Parks également qui travaille là-dessus et qui vient très souvent sur BTLV. Donc, les OVNI que vous avez, la chance d'observer et que vous avez vu aurait un rapport direct avec notre histoire et notre civilisation? Oui, parce qu'au départ, donc moi j'avais 16 ans la première fois où j'ai vu, donc je campais, j'étais à la Belle Étoile et j'ai vu, je sais pas, je pourrais pas compter parce qu'elles étaient aussi petites que les étoiles, c'était au moins une centaine donc d'étoiles en forme de V et qui avançaient, qui traversaient le ciel. Donc ça, c'était la première fois, quoi. Mais enfin bon, là, je vais pas forcément les décrire toutes les fois que j'ai vu des ovnis. Mais ce qui était quand même assez incroyable dans mon histoire, c'est qu'à côté de chez moi, il y avait donc un cercle où l'herbe n'avait jamais repoussé. Et j'étais toujours attirée par cet endroit. Je sentais que s'était passé quelque chose. C'était à côté d'un bras de mer. Et ce qui est quand même incroyable, et ça je l'ai pas dit, je l'ai encore dit à personne vraiment, c'est qu'à côté donc de cet endroit où l'herbe n'a jamais repoussé, et je savais qu'il y avait eu un ovni, je le ressentais, il y a quand même le ministre de la Défense égyptienne qui a donc acheté la propriété cachée qui était donc près de cet endroit. Donc j'ai su qu'il y avait vraiment des choses liées aussi à la défense. Donc je vais pas forcément, je connais toutes les infos, mais je vais pas forcément les dire aujourd'hui. Et ensuite, quand j'avais 30 ans, parce que cette forme, je l'ai vue dans les années 60, on va dire 76 à peu près. Quand j'ai vu la première fois cette forme arrondie, et je savais pas comme si ça avait été brûlé. C'était noir au milieu, on voyait que la roche avait été brûlée. Et autour, donc, pendant des années et des années, 30 ans plus tard, l'herbe n'avait toujours pas repoussé. Tandis que tout autour, l'herbe avait poussé. Ça, c'était important. Et un jour, j'ai fait une séance d'hypnose et c'est là que je me suis vue donc allongée donc sur une table et avec 4 petits gris qui étaient au-dessus de moi en train de traficoter quelque chose comme si j'étais sur une table d'opération. Et petit à petit, mais ça c'était avant qu'on ait Internet, c'est quand j'ai fait de l'hypnose, c'était en 99 je crois, donc j'avais pas Internet. Et quelques années plus tard, j'ai retrouvé le même schéma donc dessiné par des Américains. Donc, qui disaient avoir vécu aussi des scènes d'abduction. Donc, petit à petit, ça s'est mis forcément, je veux dire, c'était comme un puzzle, quoi. J'ai reçu une pièce au fur et à mesure, quoi, de mon histoire. Et ensuite, j'ai retrouvé donc les symboles des Pléiades qui étaient aussi autour de chez moi. Et j'ai beaucoup discuté avec les chamans qui vivent, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Et chaque fois, eux aussi, ils disaient que des êtres descendus du ciel venaient des Pléiades. Ouais, c'est comme ça que les infos sont arrivées au fur et à mesure. Alors, vous avez un lien particulier avec ces entités, visiblement, puisque elles vous ont ausculté, regardé. Et est-ce que vous le comprenez, ce lien, avec ces entités? Parce que voir des ovnis, déjà, c'est pas simple. En voir souvent, c'est rare. Et vous avez la sensation d'avoir un lien avec ces entités? Oui, parce que même ici, parce que là, c'était dans l'ouest du Finistère. Là, en ce moment, j'habite donc plutôt du côté de Saint-Malo. Et justement, je vais bientôt déménager et pour retourner dans mon Finistère. Et ici, donc, j'avais vu donc une nuit, c'était en 2010. Là, c'était carrément un vaisseau qui est resté très longtemps donc au-dessus de mon jardin, quoi. Donc, il est resté, c'était un vaisseau donc circulaire avec des petites lumières jaunes, rouges. Et ce qu'il faut savoir, c'est à côté, il y a un vortex, donc avec un moulin qui était avant donc une chapelle où il y avait beaucoup de miracles, donc beaucoup de guérisons. Ce qui veut dire, vortex veut dire un lien cosmotellurique avec l'énergie.
Donc je me demande si ce vaisseau n'était pas venu se recharger en énergie, donc sur ce vortex, parce qu'il faut vraiment savoir que tous les lieux spirituels, hein, comment dire, les temples anciens, les pyramides, après les cathédrales et tout ça, ont tous été construits donc sur des lignes telluriques où il y a toute cette énergie. Et nos anciens, justement, ils utilisaient ces énergies. Et toutes ces infos que je recevais sur ces énergies, même il y a très longtemps, il y a 20 ans, moi je lisais pas ces bouquins. Mes parents, moi, ils lisaient pas quand ils parlaient breton à la maison. Ma mère, elle travaillait à l'usine, mon père était couvreur, et j'avais jamais eu ces infos par quiconque. C'est ça qui est incroyable, quoi. Alors que cherchent-ils, d'après vous? C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent visiblement près de chez vous, ils viennent se recharger, etc. Est-ce que ils ont un œil sur nous? Est-ce qu'ils regardent entre guillemets leur progéniture? Puisque si je vous comprends bien, on aurait peut-être été poussé par ces êtres-là à nous développer sur notre planète Terre, hein, si je suis bien votre raisonnement. Que cherchent-ils et que font-ils encore là? Bah, moi, ma première théorie, je vais dire, je pense que il y a eu des êtres, donc je pense les Pléiadiens ou peut-être une autre planète, enfin peut-être vers Sirius aussi, qui seraient venus, mais il y a peut-être beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire il y a 300 000 ans. Donc ce qui expliquerait donc justement comment dire le chaînon manquant. Hein, donc ils seraient venus nous apporter la connaissance. Donc ça, pour moi, c'était des êtres donc de lumière. Hein, donc. Et donc ce seraient des extraterrestres, donc on va dire bienveillants. Et d'un autre côté, il y a eu les reptiliens qui seraient venus plutôt dans les années 4000 avant Jésus-Christ et qui nous auraient rendus esclaves en nous supprimant certains brins d'ADN. Au départ, on avait 12 brins d'ADN et on n'en aurait plus que 2. Donc ce seraient les 10 brins d'ADN que je lirais aussi peut-être à la disparition des 10 tribus d'Israël. Enfin, tout ça, c'est après, donc c'est assez flou encore parce que j'ai pas vraiment d'infos. Là, ce sont que des suppositions, on va dire. Et non, du coup, ces brins d'ADN, ces 12 brins d'ADN nous permettaient d'utiliser la télépathie, toutes nos capacités extrasensorielles qu'on avait donc au départ. Et toutes ces capacités extrasensorielles donc, nous ont été enlevées pour nous rendre esclaves. Hein. Mais par qui ça a été enlevé, Véronique? Je pense que c'est par cette race reptilienne qui serait venue il y a 4000 ans. Et c'est de là qu'est venu toutes les guerres, de tout le monothéisme aussi, tout ce qui est orient. Je pense que voilà, c'est ça qui est arrivé. En fait, on est le résultat d'une guerre intergalactique entre guillemets. Voilà, un petit peu, mais voilà, on va dire que les Pléiadiens, enfin nous, on était déjà là, et quelque part, c'est eux qui seraient venus après, ouais, nous coloniser, on va dire. Mais bon, il y a eu le déluge, donc à mon avis, il y restait plus que quelques survivants, on va dire peut-être des milliers. Au départ, je pense qu'il y avait vraiment une race qui vivait ensemble et dans l'amour, surtout de la planète. C'est ce qu'on retrouve dans les anciens vestiges, qui datent peut-être même de 200 000 ans, je dirais, hein, si c'est pas plus. Parce que comme il serait arrivé vers 300 000 ans, on a beaucoup de gens qui vont nous dire que les lignes de Nazca, maintenant, ou beaucoup de mégalithes anciennes, dateraient de 200 000 ans. Donc je dirais qu'ils ont vécu bien, on va dire, ensemble, avec tous ces symboles, svastika, qu'on retrouve sur tous les continents, tous ces symboles qui ont des pouvoirs, on va dire, hein, et pour pouvoir passer dans d'autres mondes. Donc je pense en effet qu'on était vraiment dans une union. Et il y a eu le déluge, je pense aussi, puis il y a eu plusieurs catastrophes avant aussi, qui ont fait qu'il y a eu donc que le peuple, on va dire, s'est restreint. Et donc, il y a eu des survivants. C'est de tout ça que je parle dans le sang royal des Atlantes. Et en fin de compte, après, il y a eu ces fameux reptiliens qui seraient arrivés et qui auraient donc, quelque part, réussi à avoir le pouvoir. Alors, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, moi, je pense qu'on est en train de vivre, ça va être assez chaotique pendant encore 1 an ou 2, mais je pense qu'on va se libérer de tout cet esclavage et on va retrouver nos capacités extrasensorielles. Et je pense que nos amis sont en train de revenir. Donc c'est vrai que ça paraît très surnaturel, mais je sais que toutes les infos que j'ai reçues, honnêtement, je les ai souvent vérifiées. Par exemple, juste un petit exemple, parce que comme je fais aussi de la réflexologie plantaire, la réflexologie plantaire, c'est une thérapie très ancienne qu'on a retrouvée donc sur des fresques dans un tombeau de Saqqara. Hein, donc c'est très ancien comme thérapie. Et donc vous touchez les pieds. Donc juste ça. À un moment, j'ai touché les pieds et j'avais les infos concernant donc la personne que j'avais en face. Et un jour, j'avais une femme enceinte et j'entends
je m'appelle Raphaël et je suis un petit garçon. Mhm. Et quand la séance s'est terminée, j'ai demandé vous avez une idée? Est-ce que c'est une fille, un garçon? Alors la dame me fait on m'a dit que ce serait un garçon. Et j'hésite entre Raphaël et Christophe. Et j'ai dit, j'ai su que c'était. Et après, je lui ai dit, j'ai noté sur un papier la date de naissance en septembre quand il allait naître. Et je l'ai rappelé plus tard. Elle m'a dit oui, il s'appelle bien Raphaël et il est né donc à cette date-là, donc au mois de septembre. Donc il y a des infos qu'on peut. Je sais pas, c'est difficile à expliquer comment ça se passe parce qu'il y a un lien d'énergie. Mais ça existe, voilà. Alors, elles viennent d'où ces infos, Véronique, que vous captez d'après vous? Elles sont envoyées par quelqu'un, par une entité, par ces entités? Comment vous viennent-elles et qui vous les envoie? Ben, je pense qu'on est lié, il y a des énergies, il y a des fréquences. Hein, donc là, vous voyez, on allume la radio, ben, on n'est pas à côté de la personne et on va entendre sa voix. Donc c'est toute une histoire c'est lié à la physique quantique. Vous mettez et plus vous êtes récepteur parce qu'on est tous des récepteurs et des émetteurs. Et il suffit juste à un moment donné de votre vie et tout d'un coup vous captez le message. Donc là moi pour la femme enceinte, je me suis captée sur l'énergie du bébé. J'ai eu les infos. Et puis sinon je reçois des infos d'êtres. Soit des êtres qui sont déjà décédés, parce que je sais très bien que j'ai appris plus tard que j'ai la cousine de ma grand-mère, j'ai su plus tard qu'elle était druide, et j'ai su que je recevais des infos par elle. Non, et après il y a des infos peut-être justement par les extraterrestres. Donc, mais en tout cas chaque fois c'est vrai que les infos que j'ai, elles sont vérifiées, quoi. Donc alors. Véronique, on va revenir sur ces Atlantes et sur ces enseignements. Les enseignements secrets, quels sont-ils ces enseignements secrets? Qu'est-ce qu'on a appris par eux? Qu'est-ce qu'ils sont et pourquoi sont-ils encore secrets? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, que le grand public ne doit pas savoir? Je pense que justement, tous ces enseignements étaient aussi liés à cette énergie, donc qui peut être très puissante. Et donc une fois qu'elle est manipulée par, on va dire, de mauvaises personnes, donc elles peuvent sûrement engendrer des catastrophes. Donc je pense qu'il y a eu plein de choses qu'on n'a pas voulu nous dire, justement. Et vous vous rendez compte, si on allait nous dire la vérité sur notre histoire, ça cassait complètement toute la croyance et toutes les religions. Donc c'est quand même puissant comme on peut pas annoncer des choses comme ça alors que toute la société est basée sur des croyances. Donc déjà toutes faites. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les religieux de l'époque étaient au courant de l'histoire et nous l'ont volontairement caché pour créer leur propre religion, c'est ça? Pour avoir un certain pouvoir, oui. Donc ça, après, je vais pas trop non plus rentrer dans les histoires de religion aujourd'hui, mais c'est vrai que pour asseoir, on va dire, un pouvoir, on a voulu donc rendre le peuple un peu genre, oui, esclave quelque part et leur faire croire donc s'il ne fallait pas, enfin s'ils faisaient par exemple quelque chose, ils iraient en enfer. Enfin voilà, c'était plus facile déjà de les contrôler. Donc ça c'est oui c'est. Alors Véronique, dans Timée et Critias, Platon nous décrit ces Atlantes comme des êtres magnifiques, c'est le paradis sur terre, etc. Malgré tout, on n'a aucune réalité et véritablement on ne sait pas si cette civilisation a existé, si elle n'a pas, si elle a survécu, s'il en reste des bribes, et on ne sait pas encore où elle se situe exactement parce que la Terre n'était pas comme aujourd'hui. Donc malgré tout, c'est toujours intéressant de savoir que une civilisation qui a été visiblement magnifique a disparu. Est-ce que cette civilisation, pour vous, elle a une réalité? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que ce sont les enseignements, ou en tout cas les informations que vous avez? Et est-ce que ces Atlantes ont un lien direct avec ces entités venues d'ailleurs, parce qu'on le disait beau, grand et fort? Oui, je pense que les Atlantes, en fait, c'était les fameux donc Pléiadiens dont je parlais tout à l'heure. Donc ces grands êtres entre 2,20 m, 2,60 m, avec des cris souvent avec des yeux bleus. Et c'est vrai que c'est fascinant aussi parce qu'on va retrouver des statuettes donc dans plusieurs pays, que ce soit au Pérou, en Chine, même je crois que c'est en Irak. Enfin, on va retrouver plusieurs statuettes et très anciennes qui datent de peut-être de 3000 ans
avec toujours incrusté donc de pierres bleues. Donc et après donc il y a tout ce qui tourne aussi autour de comment dire des roues aux yeux bleus. Donc toute mon enquête en fait compte au fil de mon livre, ça parle de justement ces Atlantes qui, mettons, si comment dire, l'Atlantide située donc au milieu de l'Atlantique aurait coulé, hein, ou ça peut être aussi plusieurs îles, hein, voilà, ça il y a eu beaucoup on a retrouvé aussi au large du Japon donc des vestiges engloutis, hein, il y a eu énormément donc de traces, hein, de ces peuples qui ont vécu donc et puis qu'il y avait des sanctuaires, qu'il y avait des mégalithes, des cromlechs, ce sont des cercles de pierre qu'on a retrouvés au large donc d'Israël aussi, hein, donc toujours engloutis, qui daterait de 7000 avant Jésus-Christ à peu près. Donc c'est sûr qu'il y a eu vraiment un déluge, qu'il y a eu une catastrophe qui a englouti toutes ces civilisations. Et ensuite, mettons qu'il y a eu des réfugiés. Moi, dans mon enquête, et puis donc dans ce qu'on m'a soufflé là-haut, on m'a dit va chercher autour de l'Arabie Saoudite, dans le croissant fertile, tu trouveras des choses. Et c'est vrai que souvent on nous disait que les Atlantes, on les appelait les rouges. Et ce que j'ai trouvé, donc tout autour, donc que ce soit en Arabie, soit partout, donc même en Israël, hein, c'est des noms qui correspondent tout le temps à rouge. Canaan, par exemple, ça voulait des rouges. Adam, ça voulait des rouges. Et vous aviez les cités qui avaient disparu, qui avaient été incendiées aussi, donc avec les Tamoud, avec donc les Had, c'était le peuple aussi très ancien qui donc on retrouve dans la Bible, et Had voulait dire aussi les rouges. Donc et ces peuples avaient des cités aussi, des merveilleuses cités dans le désert d'Arabie, et on pense que ça correspondrait à la cité de Ubar, hein, qui se trouve dans l'Oman, et justement donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On a retrouvé des vestiges extraordinaires, mais qui correspondraient dans ces cas-là plus à la ville de Tamoud. Si on parle des Tamoudéens et de la cité des Had dans la Bible, dans le Coran, on parle de ces villes qui ont été incendiées, donc parce que il y avait un dieu donc qui voulait qu'on croie que en lui, qu'on le vénère. Il ne supportait pas donc les peuples qui vénéraient donc d'autres dieux, et donc tous les peuples qui vénéraient aussi la ceinture d'Orion, enfin voilà. Et tous ces peuples, c'était donc ces fameux peuples roux, donc, et avec le nom rouge dans le nom. Donc ça interpelle beaucoup. C'est moi, je rappelle, je ne suis pas historienne, hein, donc du coup j'ai des infos, et quand je vais vérifier, en effet, c'est exactement ce que j'ai eu comme info, quoi. Alors, est-ce que on dit que chez les Égyptiens, certains se rasaient la tête aussi parce qu'ils avaient les cheveux roux. Est-ce que les Égyptiens seraient les descendants de ces Atlantes également, de ces personnages qui de toute façon ont disparu aujourd'hui, puisqu'il y a personne qui fait 2,60 m, hein. Donc, et on va essayer de savoir pourquoi ils ont disparu. Mais est-ce que vous avez des infos concernant cette filiation qu'il y aurait entre les Atlantes, les Pléadiens, les Égyptiens? Alors l'Égypte, pour moi c'est la civilisation qui est comme la plus récente. Donc je préfère encore aller chercher encore plus loin, et c'est-à-dire plutôt parce que il y a peu de gens qui savent par exemple que dans le plateau du Golan vous avez des cercles de pierre, hein, et tout ce qui touche aussi autour de l'Israël, et ben vous avez aussi des noms donc qui font référence donc aux roues. Donc et c'est vrai qu'on a retrouvé et donc il faut se rappeler que Joseph, qui était un fils de Jacob, est parti en effet en Égypte. Donc je pense que la lignée viendrait plutôt de ce côté-là. Donc ce serait pas forcément tous les Égyptiens, mais vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. Pour l'Égypte, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, quoi. Parce qu'après il y a eu l'exode, donc et à partir de cet exode, je pense en effet. Donc certains réfugiés Atlantes sont arrivés donc en Galicie, en Espagne. Parce que ce qui est marrant, c'est que l'Espagne, en fait, s'appelait avant Setúbali. Et Setúbali, ça vient de Tubal, qui était donc aussi un petit donc fils de Noé. Donc moi, en fait, si on résume, moi je pense que s'il y a eu vraiment donc des réfugiés Atlantes qui ont quitté l'Atlantide, ils seraient venus peut-être avec un vaisseau dont l'arche de Noé
du côté donc du croissant fertile. Hein, donc, et à partir de là, donc ils ont été chassés vers 3000 avant Jésus-Christ. Et ils se sont et avec toutes les preuves que j'ai accumulées, hein, qu'on retrouve donc dans mon livre, donc ces roux aux yeux bleus qui construisaient des temples avec des mégalithes, on va les retrouver où dans toutes les régions où j'ai pu retrouver la racine gale. Ouais, c'est ça qui est intéressant, comme la Galicie. Donc ils sont commencés à arriver en Espagne. Mhm. Comme par hasard, l'Espagne, on l'appelait avant Setúbali. Et Setúbali, ça vient aussi d'un des petits-fils, donc Tubal de Noé. Donc c'est toute la descendance. Et ensuite, donc ils seraient allés aussi en Écosse. En Écosse, on va retrouver dans le nord de l'Écosse les Calédoniens. Et moi, en fin de compte, j'ai fait le lien, parce que comme j'ai appris le breton, c'était ma 3e langue au bac. Et c'est vrai, donc tous les noms qui commencent par Cal, donc ça vient aussi de Galles, parce qu'il y a une mutation en breton. Et Val, donc on va retrouver aussi les Vallons. Donc on va retrouver beaucoup de noms qui commencent par Galles, Cal et Val. On a tous affaire à un peuple aux cheveux roux et à des grands, qui faisaient peut-être 2 mètres, justement 2 mètres 20, 2 mètres 30. Mhm. Tout ça parce que Galles, en sumérien, ça vece dire aussi seigneur et ça veut dire grand. Mais vous, en fait, vous évoquez les Celtes là, tout simplement. C'est-à-dire que c'est très celtique, hein, comme civilisation finalement. Bah, ce qu'il y a, c'est que les Celtes, en fait, on va dire, ça a été mélangé. À un moment, il y avait les Celtes, hein, donc qui étaient décrits donc comme des petits bruns, et il y avait aussi donc les Celtes qui étaient décrits comme des blonds aux yeux bleus, qui étaient plutôt donc les Celtes belges, qu'on appelait les Kimris. Donc en fait, on a tout mélangé un petit peu. Quand vous cherchez sur Internet, comme je dis souvent, cherchez Celtes, on va vous dire que c'est encore flou. Personne ne sait vraiment ce que c'est que Celte. Moi, je vais un petit peu plus loin avec cette histoire de Galles. C'est Galles, Cal et Val, c'est vraiment les blonds aux yeux bleus, enfin blonds, les roux aux yeux bleus, qui pour moi descendraient de ces Pléiadiens. De race Atlante, hein, et des Pléiadiens. Voilà. Alors, il y a eu un déluge, hein, effectivement, puisque tout cela a disparu. Alors, ce déluge, est-ce que vous avez des informations? Parce que serait-il le fruit d'une guerre, d'un dieu qui se serait vengé, qui aurait voulu mettre et anéantir ces fameux Pléiadiens et ces Atlantes? Ben, j'ai fait en fait 2 rapprochements dans mon premier tome, les enseignements secrets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié, j'ai fait une chronologie de toutes les météorites qui sont tombées sur la Terre depuis le début et qui avaient surtout un lien avec les cités disparues. Donc, il y en a bien une, hein, qui est tombée du côté aussi du Groenland. Donc, est-ce que ce serait pas cette météorite qui aurait provoqué aussi un déluge? Après, il y a aussi ce fameux cycle de 2600 ans et des 26 000 ans, il y en a 2 en fin de compte, qui sont souvent soulignés quand on parle d'inversion des pôles. Et l'inversion des pôles, on rejoint un peu aussi quand on parle d'un univers parallèle. Quand je sais que vous avez reçu hier Jean-Pierre Petit, donc j'ai regardé l'émission, je le salue. Et c'est vrai que cette terre miroir, et si en fin de compte quand on parle d'inversion des pôles, moi ça c'est moi qui le dis et je sais pas du tout, je suis loin d'être physicienne, et il n'y aurait pas un lien avec un retour. Mettons là on est dans l'âge de fer, est-ce qu'il n'y a pas un moment on va pas revenir dans l'âge d'or? Donc on va revenir, je sais pas s'il n'y a pas un lien de comme le temps n'existe pas. Je ne sais pas si on est là en ce moment, on n'est pas en train de repasser, il faut peut-être encore 1 an ou 2, et on va repasser dans l'âge d'or dans un autre temps. Et c'est vrai que on va retrouver sur les peintures rupestres beaucoup le symbole du sablier. Et le symbole du sablier, en fin de compte, c'est voilà, ça fait un peu comme le symbole du 8 et de l'infini. On va le retrouver gravé dans beaucoup de grottes, donc dans le monde. Et pour les Navajo, hein, donc pour les Navajo, pour les chamans Navajo, hein, qui l'ont donc raconté à une de mes amies, Julie Riders, donc dans le Montana, ce symbole-là, il signifierait le changement du monde. Et je pense qu'il y a un lien vraiment entre donc cette inversion des pôles et le changement du monde. Donc il y a pu en effet avoir une grande catastrophe liée à l'inversion des pôles. Je sais pas si c'est ça.
qui peut aussi après, c'est comme si la terre se purifiait. Je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié avec. Et c'est pour ça que les anciens ont gravé énormément de symboles sur les rochers. C'était pas juste pour faire joli, c'était pour nous avertir. C'était un message très très important. Et tous ces messages-là qui sont gravés dans le monde, ils ne se lisent pas linéairement. Les chamans, ils expliquent en fin de compte qu'ils sont gravés en plusieurs dimensions. Il faut les fixer et d'une manière, quand vous arrivez à les fixer, quand vous arrivez à les incorporer et à comment dire, à être un peu dans une énergie subtile, et ben vous arrivez à avoir le message et la connaissance de ce message. Vous voyez, donc c'est beaucoup beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. On peut pas traduire des messages préhistoriques aussi facilement. Quand en Bretagne il y a des pierres levées ou à Stonehenge des pierres levées, j'en ai vu au Portugal, il y a toujours des menhirs, des choses comme ça qui sont. Alors c'est quoi d'après vous? Ce sont des endroits qui sont en référence, qui font référence à ces peuples venus d'ailleurs ou? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, déjà menhir, c'est en breton, ça veut dire pierre longue, hein, c'est déjà du breton. Et dolmen, donc ça veut dire donc dol c'est la pierre, hein, men je veux dire c'est la pierre, dol c'est la table. Et le dolmen, c'est ce que vous voyez souvent donc en Bretagne ou dans les sites mégalithiques, était avant recouvert d'un grand monticule, d'une colline artificielle, soit en pierre ou en terre, et qu'on appelle donc tumulus. Et parfois ils avaient même la forme de pyramide. Et j'ai retrouvé donc des croquis donc de ces tumuli, parce qu'on dit un tumulus, des tumuli, qui avait vraiment une forme de pyramide. Il y en avait beaucoup dans le pays bigoudin où j'habite. Et ces tumuli, en fin de compte, pour moi, servaient donc de sanctuaire pour récupérer l'énergie et pour faire des soins donc thérapeutiques ou des expériences pour la téléportation, télépathie, parce que tous ces menhirs, comme vous dites, étaient donc positionnés sur des sites énergétiques où il y a énormément sur des vortex. Voilà. Vous diriez que c'était des antennes finalement à énergie? Voilà, ça capte l'énergie et ça permet de faire des soins, d'utiliser cette énergie en fin de compte pour diverses fonctions, hein, donc tout simplement. Et puis après, bon, est-ce que ça servait pas aussi, comme c'était positionné à certains endroits de la Terre, pour harmoniser donc chaque partie de la Terre, pour éviter peut-être un basculement des pôles aussi ou quelque chose, pour protéger la Terre. Il y avait sûrement, parce que comme tout était relié. Et ce qui est marrant aussi à dire, c'est qu'en fin de compte, toutes ma petite enquête, elle a commencé par les histoires des souterrains. Parce que quand j'étais petite, j'entendais toujours dire qu'il y avait un souterrain qui reliait donc l'église de mon village avec un autre village qui était à 4 kilomètres. Parce le curé avait entendu une chèvre bêler sous l'autel pendant la messe. Et les paroissiens, donc, avaient entendu aussi la chèvre. Donc, ils s'étaient dit, tiens, comment ça se fait qu'une chèvre, qu'est-ce qu'elle fait sous l'église? Ouais, c'est là que les gens avaient parlé. Moi, j'entendais parler de cette histoire dans ma famille. On me disait, oui, on dit, les anciens disent qu'il y a des souterrains hein, qui relient donc mon village avec les autres villages alentours. Et donc du coup, petit à petit, j'ai commencé à chercher. Et en effet, j'ai trouvé que les archéologues avaient trouvé donc des salles souterraines, beaucoup de salles souterraines, donc en Bretagne. Et ces salles souterraines donc étaient reliées par un goulot, on appelle ça un goulot. C'est une ouverture circulaire. Donc et les gens donc pouvaient passer donc d'une salle à l'autre en passant par ces goulots. Il y avait une petite marche, donc il y avait un goulot. Et chaque fois, j'ai réalisé que tous ces souterrains, ces salles souterraines, elles étaient reliées, donc enfin elles étaient sous un site mégalithique, ou alors sous une église templière. Ouais, chaque fois quelque chose qui était relié au sacré, aux énergies. Alors petit à petit, après j'ai fait des enquêtes. Et je me suis rendu compte, quand j'étais en Écosse et un peu partout dans le monde, qu'il y avait des souterrains, mais partout. Donc, qui étaient donc datés souvent de 800 000 avant Jésus-Christ. Mais pour moi, non. Pour moi, ils sont largement, c'est carrément largement 9000, si c'est pas plus, c'est très, très ancien, quoi. Très, très ancien. Et tous ces sites, donc ces souterrains, servaient aussi, donc, à faire, comme pour les pyramides, à faire des
des expériences, voilà. Est-ce que ces civilisations étaient très intelligentes? Est-ce qu'elles étaient technologiquement au point? C'est-à-dire que le problème, c'est que tous les gens qui s'opposent à des chercheurs comme vous ou à des auteurs comme vous, ils disent oui, mais on n'a rien retrouvé. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas etc. Donc, on parle de vaisseaux, on parle de choses comme ça. Est-ce que technologiquement, ces civilisations étaient avancées ou est-ce qu'elles étaient intelligentes? Certes, mais ça, on sait très bien que tous les hommes qui étaient là depuis le début étaient intelligents. Il y a que, ils n'étaient pas simplement dotés de machines et d'outils, mais ils étaient très intelligents. Ils avaient même l'intelligence que nous. Mais est-ce qu'ils avaient une technologie? Oui, par exemple, on a retrouvé des pierres gravées en Équateur et puis aussi en Colombie. Et et c'est une pierre, si mes souvenirs sont bons, ça s'appelle la lydite. Et ce sont des pierres donc qui sont plus dures que le granit. Et les gens qui les ont trouvés disent, mais il y avait des dessins, des symboles, et qui ont peut-être servi même à, à des opérations, des chirurgicales, justement. Et ils comprennent pas comment les pierres ont pu être taillées et gravées, donc des pierres aussi anciennes dans ce matériau. Donc il y a des preuves en effet, et sans oublier la trépanation, parce que moi c'est pareil, parce qu'au Puy Bigoudin vous allez avoir forcément les souterrains, vous allez avoir donc les menhirs, le svastika. Donc on a retrouvé svastika, la fameuse croix gammée, celle que Hitler a reprise, ouais, mais qui est une vieille croix. Parce que c'est un symbole très très fort, donc il voulait d'une superbe énergie, il voulait le protéger. C'est pour ça qu'il a pris ce symbole. Et on l'a retrouvé aussi donc à 2 kilomètres de ma maison natale, donc dans le Puy Bigoudin, sur un bétil sacré. Donc c'est un bétil sacré, c'est une pierre en granit avec plein de symboles mystérieux, dont le fameux donc svastika qui était donc représenté là. Et à côté aussi, il y a un cimetière où on a retrouvé énormément donc de squelettes. Hein, si c'est pas 10 000 squelettes, hein, c'est énorme, avec plus de, là par contre c'est 25 ou 25 cas de trépanation, mais des gens qui auraient survécu à la trépanation. La trépanation, c'est quand on ouvre, donc on fait un petit trou dans le crâne. Hein, donc soit pour guérir, ça peut être pour soulager la pression sanguine, etc. Voilà, ou pour guérir une tumeur ou quelque chose. Voilà, ça peut être aussi un acte de guérison. Mais ça peut être aussi un acte pour chatouiller peut-être la pinéale pour pouvoir faire des voyages donc dans l'au-delà. Donc ça pouvait être aussi donc des actes qu'on pouvait faire peut-être aussi pour les chamans, ou vous voyez, c'était voilà. De la spiritualité, quoi, en fait, c'est ça. Tout à fait, voilà. Alors, dites-moi, on travaille ici beaucoup avec Patrice Marty, qui est notre globe-trotteur, qui va aux 4 coins de la planète également, pour essayer de glaner des informations et en trouver, en termes d'archéologie mystérieuse, et parfois même interdite. Il parle souvent des crânes longs. Il y a pas longtemps, on a évoqué les pierres d'Ica, les pierres du Pérou justement, sur lesquelles il était dessiné des opérations, des trépanations aussi, des choses assez incroyables. Et il y avait des personnages avec des crânes longs. Lui, il travaille énormément sur ces crânes longs. Effectivement, il y en a qui sont assez troublants, il y en a qui sont faits par la main de l'homme, hein, c'est-à-dire qu'il y a des déformations, on le sait, hein, dans certaines civilisations qui ont été réalisées par la culture finalement de locale, mais il y a des crânes longs qui dépassent l'entendement quant à leur squelette. Est-ce que ces Atlantes, est-ce que ces entités et ces crânes longs ont un lien commun également? Ouais, je pense que en effet, hein, donc tous les crânes allongés, hein, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas vraiment énormément. Justement, la région que je disais tout à l'heure, en Équateur, en Colombie aussi, on en a trouvé. Bon, sur l'île de Paracas, c'est les plus connus. Mais j'en ai trouvé un aussi donc dans un musée à Buzău, en Roumanie. Un autre en Bulgarie l'année dernière, hein, dans un musée aussi. Mais on en trouve quand même moins. En Alsace, j'ai mis sur mon site internet, j'ai un site internet où j'ai fait petite rubrique sur les crânes allongés. On en a retrouvé, oui, en Alsace aussi. Mais voilà, donc ces fameux crânes, donc je pense qu'il y a forcément un lien. Est-ce qu'il y avait encore une autre civilisation à cette époque? Parce qu'ils pour moi, ils sont très très anciens. Mais j'ai pas plus
plus d'infos que les autres chercheurs. Alors, est-ce que la fin de cette civilisation finalement pléiadienne et Atlante, est-ce que ça a été dans la difficulté, dans la douleur, parce que quand il y a une fin de civilisation, on a eu plein de civilisations, la grecque, la romaine, l'égyptienne, des grandes civilisations qui ont disparu et qui se sont écroulées, effondrées. Ça se passe jamais très très bien. Là aussi, il y a eu des difficultés à la fin de ces civilisations. Je sais qu'il y a eu des civilisations qui n'ont peut-être pas vraiment survécu, parce que moi je sais que, je pense que dans le désert de Gobi, enfin ça c'était lors de mes voyages chamaniques, hein, j'ai vu vraiment des immeubles détruits, j'ai vu qu'il y a eu des guerres énormes, il y a eu vraiment des choses importantes, des grandes destructions. Donc si je sais pas après s'il y a eu des survivants, ça peut être après vous avez dû entendre parler aussi de la oui, comment c'est encore là, pas enfin je sais plus de quel continent je voulais parler, du côté de désert de Gobi, mais ça c'est pas, on n'a pas assez de preuves encore pour parler de tout ça. Moi j'aime bien parler vraiment de choses en fin de compte où je peux vraiment apporter des éléments. Mais quand vous voyez, quand vous dites que vous voyez les grands édifices, les immeubles, est-ce que à cette époque-là, on est dans une ère moderne? Est-ce que parce que on se demande toujours effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu une civilisation qui nous a précédés, intelligente, technologiquement, industrialisement, en termes d'industrie, en termes de société. Est-ce qu'il y avait des édifices comme on en a aujourd'hui et que tout a disparu, ou est-ce que c'était assez rudimentaire? Les anciennes civilisations, mais très anciennes, hein, que j'ai pu voir, on va dire, dans les voyages chamaniques, c'était vraiment comme des pyramides en cristal. Il y avait même des petits vaisseaux qui se baladaient, je veux dire, comme des petits vaisseaux en cristal aussi. C'était vraiment, c'était l'ère cristalline, quoi. C'était incroyable ce que j'ai pu voir. Donc je pense oui et après quand vous voyez les descriptions aussi dans les Vinamas et tout dans les textes hindous de tous ces on va dire ces vaisseaux spatiaux. Donc forcément après j'ai fait le lien parce que mettons qu'il en est resté quelque chose donc au fil des millénaires, j'ai fait le lien avec le culte, c'est pas vraiment le culte mais les histoires qui comment dire autour du cheval, là. Parce que souvent, on va vous parler dans les légendes du fameux cheval volant. Hein, on va vous dire aussi dans le Coran que Bourak, le cheval de Mahomet, donc qui a donc transporté Mahomet jusqu'à Jérusalem, était un cheval volant. Et dans tous les mythes, et forcément en Bretagne, vous avez Morvar, hein, qui était le fameux cheval volant, qui a emmené Gradelon, Gradelon, c'était le roi de la ville 10. La ville 10, c'était peut-être notre petite Atlantide à nous. Donc, est-ce que elle a vraiment existé? C'est possible, mais on n'a pas encore donc plus de fouilles vraiment pour savoir si la ville 10 avait existé. Je sais pas si vous connaissez la ville 10 un petit peu, non, la ville 10. Non. Donc c'était une ville, c'était la ville 10, c'était au large de la Bretagne. Donc c'était aussi donc un pays, une île, un peu comme on décrit l'Atlantide. Tout le monde était heureux, donc c'était une ville riche, prospère. Et un jour, donc, la fille donc du roi Gratelon, donc, a donné donc la clé donc de la porte. Il y avait un grand rempart qui entourait l'île pour ne pas être donc submergé par les eaux. Et un jour, donc, Dahu, la fille du roi, a donné la clé donc à un homme qu'elle croyait donc bon. Et en fait, compte, cet homme pendant la nuit a ouvert les vannes et donc la ville 10 a été submergée. Et le roi Gradelon s'est enfui donc de cette île avec son cheval volant aussi. Donc alors, et pour vous, le cheval volant, ce serait un vaisseau finalement. C'est ce qu'ils appelaient le cheval volant parce qu'ils n'avaient pas d'autre référence. Eux, ils appelaient ça un cheval volant, mais c'était un vaisseau en fait, c'est ça. Parce qu'à l'époque, la seule chose qui transportait les êtres, c'était des chevaux. Donc ils ont fait un rapprochement, ils se sont dit c'est un cheval volant en fait, c'est ça. Ouais, je pense, en effet. Et puis après, et puis dans certains textes, je pense que ça a été codé. Pour pas justement peut-être aussi, comme je vous dis, on va vous parler du fameux Burak qui est le cheval volant de Mahomet. Dans toutes les civilisations, vous avez les chevaux volants. Hein. J'ai fait toute la liste dans mon dernier livre de tous ces chevaux volants. Vous avez en Écosse le Kelpie qui était le cheval aussi qui arrivait dans un bruit de tonnerre. Et chaque fois, vous avez des descriptions comme si c'était vraiment un vaisseau spatial.
Donc voilà. Dites-moi, pourquoi sont-ils partis? Alors bien sûr, j'ai vu qu'il y a eu des conflits, etc. Mais est-ce qu'il en est resté un petit peu? Est-ce qu'il y en a encore parmi nous? Est-ce que vous dites encore être en contact avec ces entités? Est-ce qu'il y en a sur la planète Terre? Certains disent qu'ils sont là, qu'ils sont avec nous, et d'autres disent qu'ils viennent de temps à autre regarder ce qu'on a fait de notre planète. Ouais, oui, c'est ça qui est mystérieux, parce que moi, ça fait des années là que des fois j'ai des messages. Oui, parce que j'ai eu ça aussi pendant 1 an. Donc je reçois un message. Maintenant, tu vas écrire un livre et on te donnera un message tous les jours. Donc et tu n'auras qu'à te connecter. Alors du coup, je me connectais. Par exemple, je mettais l'heure 18h et en 10 minutes, je remplissais une page blanche et avec des messages donc d'extraterrestres. Ils m'ont dit qu'ils venaient carrément donc d'autres planètes. Et j'ai ce livre, ça s'appelle Fréquence Vérité. Pour l'instant, il est en rupture de stock, donc je pense que je vais le rééditer. Et c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup plu. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page. Les gens me disaient ça et ils avaient la réponse un peu à leurs questions. Ils pouvaient parler c'était bizarre, quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu des messages. Ouais, je pense qu'ils nous protègent quelque part, hein, et chaque fois qu'il y a par exemple un problème avec une centrale nucléaire, les gens vont avoir des apparitions d'ovnis. Donc je pense qu'ils nous surveillent. Ouais, il y a ça aussi. Et là en même temps, comme ça bouge beaucoup, j'en ai vu encore l'autre jour, hein, j'en vois souvent, quoi. Vous regardez le ciel, des fois vous voyez une petite étoile, vous regardez bien. Et vous sentez comme si elle avait des petites, comme si ça clignote rouge, jaune. Enfin, vous allez voir des petites lumières autour. Et puis les gens me disent mais non, par exemple, c'est une étoile. Et puis un jour, je l'ai vue, tac, 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 elle a commencé à traverser le ciel toute seule. Alors, quand vous commencez à voir les étoiles qui commencent à avancer, et le lendemain, il y avait eu un souci dans une centrale nucléaire du côté de Caen. Donc voilà, quoi. Ils sont là, ils nous surveillent. Comment choisissent-ils leur interlocuteur, puisque vous avez des messages qui vous sont envoyés par ces entités? Comment choisissent-ils? Pourquoi certains reçoivent, pourquoi d'autres ne reçoivent pas? Est-ce qu'il y a une typologie de la personne qui doit recevoir? J'aimerais bien savoir. Non, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est en plus ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous poussent à devenir des messagers, à dire des choses. Moi, je dis franchement, je n'aime pas parler en public et me force à accepter, à y aller quand même, quoi. Et c'est ça, c'est énorme, quoi. Comme s'il fallait qu'on parle pour eux, quoi. Mais justement, quel est le but? Pourquoi ils vous font parler? Quel est parce que je comprends toujours pas. Moi, ils pourraient très bien débarquer sur Terre en disant, écoutez, voilà ce qui s'est passé, votre histoire. On a été là au début, on vous a aidé, on a créé des peuplades, des civilisations, on vous a apporté la connaissance, et puis maintenant on est parti, on habite ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'ombre. Il y a les autres derrière. Je pense qu'il y a l'ombre derrière, il y a les reptiliens, et là je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais justement, je pense que tous les abductés, en fin de compte, il y a eu beaucoup d'abductions depuis les années, depuis la dernière guerre mondiale, et je pense que il y a eu et ça, mais là je suis pas d'accord avec eux non plus, hein. Je suis pas d'accord quand on s'introduit dans une maison, qu'on prend quelqu'un, qu'on prend des ovules, qu'on fasse des hybrides. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais il y a des gens qui disent que eux, ils ont carrément reçu des messages où on leur disait maintenant, bon, il faut être écolo, maintenant il faut faire ceci pour la planète, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc je me dis, est-ce que tous ces hybrides qui ont été donc on va dire faits à partir des années 40, 45, 50, 70, tout ça, sont pas maintenant aptes à venir sur Terre, et il se passe quelque chose maintenant? Et pour vous, l'hybridation, elle est certaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur Terre qui sont hybridés, en tout cas où il y a des entités qui abductent d'autres personnes pour leur prélever. Jean-Pierre Petit disait il y a quelques jours effectivement que on prenait le sperme, la semence des hommes pour voir un petit peu ce que ça allait faire. Ça, c'est pour vous, c'est une réalité. Vous avez vu des choses comme ça, des images vous sont venues? J'étais à côté de quelqu'un donc qui est journaliste.
je vais pas dire son nom, mais je me suis vue dans la soucoupe à côté de lui. Je sais très bien que ce qu'on m'a fait aussi. Je sais très bien je sais très bien qu'ils prennent des ovules. Ils ont fait que des choses et ils sont en train de peut-être de faire peut-être une race améliorée, on va dire. Hein, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour coloniser la Terre à nouveau, mais avec en bien cette fois-ci, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le bien va gagner, c'est-à-dire que les reptiliens sont là, ils sont tapis dans l'ombre, mais les Pléiadiens et ceux qui sont plutôt positifs œuvrent pour que, ouais, ça paraît fou, hein, œuvrent pour que ça aille mieux, donc c'est ça. Ouais, mais en plus c'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, comme Jean-Pierre Petit, qui est quand même physicien et qui a quand même la tête sur les épaules, vous parle d'abduction et est persuadé de ces choses-là. C'est vrai, moi, ça me fait plaisir, quoi, parce que je me dis, on est moins pris pour des illuminés, quoi, parce que oui, bien sûr qu'il y a toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ces choses-là en hypnose, hein, et puis pourquoi on recevrait des infos comme ça? Je sais que Jean-Pierre Petit lui reçoit plein d'infos au niveau de la physique. Il dit c'est pas normal que je reçois toutes ces infos. Je sais pas, moi je connais rien aussi en histoire ou je sais pas, et je reçois plein d'infos et chaque fois ça s'avère vrai, quoi. C'est énorme, quoi. Et pourquoi vous? Parce que vous aviez est-ce que dans une autre vie ou je sais pas, vous avez un lien? Pourquoi ça vous arrive à vous? Ben ça, je ne sais pas, quoi. Je sais que je me suis déjà vue dans d'autres vies antérieures. J'ai fait beaucoup d'hypnose. Je me suis vue aussi en moine bouddhiste. J'ai vu je veux pas te dire toutes les vies, mais c'est vrai que, mais après, non, pourquoi, non, je pense on est peut-être liés, oui, on a peut-être vécu en Atlantide et, je sais pas, on a sûrement quelque chose on est liés, forcément. On est des messagers liés, je pense, mais après, il n'y a pas je veux dire, c'est comme ça, je sais pas, parce que là, c'est comme parler de la réincarnation, les vies antérieures. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, quoi, parce que je pense qu'on peut capter une énergie qui a appartenu à quelqu'un, mais je pense pas qu'on a été entièrement la personne. Quand quelqu'un dit, par exemple, j'ai été Cléopâtre, je pense pas qu'elle a été vraiment entièrement Cléopâtre. Je pense qu'elle s'est connectée, elle a fait de l'hypnose, elle s'est connectée à la mémoire de la personne et elle a reçu un message. Vous voyez, parce que l'autre jour, parce que c'est vrai que moi, c'est vrai que c'est pour ça que c'est des fois un peu long tout ce que je raconte, parce que ça va faire des années, tous les jours, je vis des synchronicités ou des choses. Moi, je ne sais plus en fin de compte ce qui est une paranormal et normal, puisque moi, je vis dans le paranormal tous les jours. Et là, l'autre jour, je vois que sur une chaîne, donc sur YouTube, je vois que Bernard Werber donc propose une séance d'hypnose pour retrouver ses vies antérieures. Alors ça, c'était avant-hier. Alors je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être intéressant, je vais écouter sa séance. Je m'allonge, et puis il nous fait descendre un escalier, pour qu'on descende donc dans dans une autre vie antérieure, si on veut. Donc voilà, un escalier en colimaçon. Voilà, enfin je vais pas dire tout le protocole. Et il nous dit à un moment, voilà, vous êtes dans une salle noire, et vous allez regarder qui vous êtes, comment vous êtes habillés. Alors tout d'un coup, je regarde mes mains et puis je vois des mains assez grosses. Et c'était pas moi, quoi. J'ai dit mais ça me faisait même bizarre. Je dis mais c'est pas mes mains, c'était très potelé, tout ça. Je regarde mes pieds, je vois des escarpins. Je dis voilà, je porte jamais d'escarpins. Et puis je sens une grande robe, comme si c'était dans les années 1800. Et tout d'un coup, il dit maintenant demandez le nom. Ah, je reçois le nom de Elena Blavatsky. Et j'ai dit quoi? Et je l'ai vue après aller dans un musée chercher des livres sur l'Atlantide et tout ça. Alors que moi, en plus, j'ai jamais lu je crois comment ça s'appelle, la doctrine. Je crois que c'est les tomes de la doctrine qu'elle a écrit. Mais j'ai jamais lu ces livres. Donc je la connaissais que de nom. Et je vais pas pour autant dire que je suis sa réincarnation. Non, je pense que j'ai été juste comment dire, j'ai capté sa mémoire peut-être à ce moment-là. Voilà, mais c'est pas parce que lui dit il va aller retrouver vos vies antérieures que c'était ma vie antérieure. Je vais pas aller prétendre. Attendez, je suis pas allée là, faut pas rigoler. Non, je pense que je me suis captée à sa mémoire et j'ai ressenti exactement ce qu'elle pouvait ressentir avec son corps. Je l'ai vu aller dans la bibliothèque chercher les bouquins. Et après, il nous a fait revenir. Ça a duré qu'un quart d'heure, donc c'était trop court, donc j'ai pas pu voir la suite. Mais c'est des expériences fascinantes, passionnantes, et voilà, quoi.
C'est ça qui... Bon, dans tous les cas, toutes ces infos que vous recevez, elles sont mentionnées dans vos ouvrages, Les enseignements secrets, L'extraordinaire voyage vers nos origines ou encore le tome 2, donc le sang royal des Atlantes. Merci Véronique Cadrenvat d'être venue sur BTLV en direct de votre Bretagne, voilà, et bientôt à nouveau de votre Finistère. À très bientôt sur BTLV et mille merci d'avoir été là pendant à peu près 1 heure. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Avec Véronique Cadrenvat. Toutes les informations concernant ces ouvrages, bien sûr, vous les retrouvez sur le site avec les liens. Salut, à très bientôt, ciao.